Jean-Marie Bouel, bonjour. Bonjour. Avec Laurence Toussaint, vous publiez un livre très intéressant sur les jardins de Normandie. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez qu'en fait, vous avez répondu à une attente dans le sens où un livre de ce type n'avait pas existé depuis 20 ans. C'est vrai, c'est à peu près ce délai-là, 15-20 ans, où il y a eu des guides, il y a eu des livres plus pratiques, mais un beau livre consacré à nos beaux jardins normands, il n'y en avait pas. Donc je crois qu'il y avait vraiment un manque là que les éditions des Falaises ont comblé, effectivement. Alors, les jardins normands. Alors, c'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, de temps en temps, il y a un peu de soleil. Finalement, il y en a plus qu'on croit en Normandie. Oui. Deuxièmement, il pleut, donc on n'a pas trop besoin d'arroser. C'est pas toujours vrai, mais enfin, bon, pourquoi pas. Et en fait, toutes les conditions, la terre est bonne, toutes les conditions sont requises pour qu'on ait de très beaux jardins en Normandie. Absolument. En plus, on a un climat océanique qui a des variantes, mais enfin, c'est un climat essentiellement océanique. On a une partie de la Normandie, la partie du Cotentin, qui a des températures très clémentes. Avec le Golfe et surtout régulières. Irrégulière. Et puis alors vous avez, par exemple pour la terre, vous avez en Pays de Caux une terre qui est absolument magnifique. Donc il y a vraiment en effet beaucoup d'éléments qui expliquent aussi ce succès des jardins normands, qui sont très très nombreux. Alors très nombreux, très variés. On va revenir dans quelques instants à un jardin tout à fait étonnant dans la Manche. On va commencer, si vous voulez bien, par au château de Galville à Douteville, ce qu'on appelle le potager du roi, qui porte bien son nom, parce que ce potager est carrément royal. Absolument, c'est certainement un des plus beaux qu'on ait dans ce qu'on appelait autrefois la Haute-Normandie, il n'y a pas si longtemps. Le château de Miromesnil, là aussi un beau potager, mais celui de Galville est vraiment synonyme de magnificence, si je puis dire. Alors c'est une affaire d'ambassadeur parce qu'il a appartenu à deux ambassadeurs successifs. Le premier, celui de Louis XIV à Venise, Monsieur Roch de Varengeville, qui était donc ambassadeur à l'époque. Et en ces temps-là, évidemment, on aimait avoir des belles propriétés à la campagne avec des jardins qui étaient du niveau. Absolument. C'était l'époque des jardins à la française, les jardins assez rectilignes, très très soignés. Et le parc lui-même de Galville a été dessiné, a été entretenu dans cet esprit-là. Et très fréquemment, on avait également de magnifiques potagers et il est arrivé jusqu'à nous. Alors, on voit quelques images. On peut aussi parler, là vous évoquez dans le livre, les odeurs, les parfums. Et c'est vrai que dans certains jardins, c'est tout à fait extraordinaire. Évidemment, la télé ne peut pas en rendre compte, ce qui est un petit peu dommage. Mais il faut aller les voir, ces jardins, parce que les voir et les sentir. Il faut aller les voir et il y a maintenant plus d'occasions de les voir qu'autrefois, notamment grâce à ces journées du patrimoine. Ça a été vraiment une création très intéressante. Et non seulement il y a plus d'occasions qu'autrefois de voir tous ces beaux jardins, mais le public s'y intéresse de plus en plus. Chaque année, et souvent, le public revient voir un jardin qu'il a vu il y a 1 an, il y a 2 ans, pour le voir évoluer, pour voir ce qu'il est devenu. Voilà, je me suis laissé dire que pendant les journées du patrimoine, la première année, on venait voir le château, et la deuxième année, on revenait pour le jardin. C'est vrai ? C'est certainement vrai, et maintenant, on revient essentiellement pour le jardin. Alors le jardin, en plus, qui évolue en permanence. En permanence. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Alors vous parliez des jardins à la française, celui du château de Brécy dans le Calvados. On est l'illustration parfaite. On dit que c'est Mansart lui-même qui est venu donc aménager ce château. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on a un peu l'impression, quand on regarde un plan un peu avec un peu de recul de ce jardin, de ce château de Brécy dans le Calvados, on a un peu l'impression qu'il y a un géomètre qui est intervenu et puis qui a dit on va tirer des lignes comme ça, etc. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est un travail absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors effectivement, Mansart, dit-on, était dans la région quand ce parc a été dessiné. Et est venu... Il devait travailler pour un autre jardin. Voilà, il travaillait ailleurs. Il est venu et c'est un exemple magnifique du jardin à la française, en plus avec des niveaux différents. Alors non seulement vous avez toutes les grandes règles, les belles allées, les taupières, enfin tout ce que nous connaissons qui fait le charme des jardins à la française et sa rigueur également. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des végétaux et il y a des végétaux représentés en pierre, exactement. Qui est assez étonnant. Exactement. Alors, on va passer à vos villes dans la Manche. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le Gulf Stream. Alors là, on est au cœur de cette problématique. La Manche, c'est un pays où il y a beaucoup de marins. Les marins partent dans le monde entier et ils ont rapporté au fil des siècles des variétés parfois assez étonnantes. Alors, le plus extraordinaire, c'est que ces variétés se sont adaptées au climat de la Manche, au climat normand, et ces variétés existent toujours. Ces variétés existent toujours. C'est la famille qui s'occupe de vos villes de génération en génération poursuit cette expérience, maintenant qui d'ailleurs n'est plus au niveau de l'expérience, qui est une réussite adulte. La grosse difficulté, c'est le vent dans le Cotentin.
Il a su, par les végétaux les plus résistants... Alors des haies, parfois artificielles, parfois naturelles. Exactement. Et construire en somme une protection pour les végétaux qui sont les plus délicats. C'est bien qu'on a un ensemble qui est tout à fait spectaculaire. Attendez, j'ai découvert, il y a des bananiers, des mimosas, des agaves, du lin orangé de Nouvelle-Zélande et de la vipérine de Tenerife. Et tout ce petit monde-là cohabite. Dans un jardin où on n'imagine pas trouver toutes ces variétés. Et pourtant, elles se portent très bien. Elles se portent très bien. Et ça n'est pas le seul cas du reste dans le Cotentin. Vous avez pas très loin un jardin qui s'appelle la Biserie, qui est également composé un peu dans cet esprit, c'est-à-dire avec beaucoup de plantes exotiques. Alors grâce à vous, on poursuit notre voyage à travers les jardins et j'invite nos téléspectateurs, en ayant lu votre livre, je pense avoir l'idée d'en faire autant, cette fois sur le terrain, le château de Laurière à la Rouge, alors ça c'est dans l'Orne. Alors là c'est l'inverse, là, par rapport au premier au château de Brécy qu'on avait évoqué tout à l'heure dans le Calvados, là c'est le jardin à l'anglaise. Vous expliquez dans votre livre d'ailleurs qu'à un moment, au 19e siècle, c'était un peu la mode. Oui, absolument. Et l'Angleterre n'est pas loin. Et l'Angleterre n'est pas loin. Alors effectivement, le jardin à l'anglaise, c'est complètement à l'inverse de notre jardin à la française. Ça a beaucoup de charme. Moi, j'avoue que je suis un grand amoureux des jardins anglais. C'est, si j'ose dire, en exagérant un peu, c'est une pagaille organisée. C'est-à-dire, on a l'impression... Organisé. On a l'impression que très organisé. C'est un peu n'importe quoi et en fait pas du tout. Pas du tout. Mais on a cette impression, c'est la base même du jardin à l'anglaise, d'une recherche du naturel. Et de liberté. Et de liberté, absolument. Alors c'est vrai pour les bosquets, c'est vrai pour bien sûr les mixed borders, ces grands massifs en longueur. Et on essaie d'être très très proche de la nature, mais en réalité on la reconstruit et on l'entretient, et ce sont de gros efforts pour obtenir ces on la respecte, cette nature, en même temps on lui donne un coup de main. Ah, absolument, absolument. Alors on va terminer par le parc du château de Fontaine-la-Sorée, dans l'Eure. C'est un parc, vous expliquez, qui a été refait récemment, on va dire ça comme ça, et qui a d'abord été préservé, vous dites des outrages du temps, on pourrait dire aussi la guerre, parce que certains jardins ont énormément souffert pendant la guerre, des bombardements, et celui-là a été quand même assez sauvé. Et entre 60 et 70, donc, il a été refait, et refait ensuite en 1986 par celui que vous désignez comme étant un des plus grands botanistes du XXe siècle. Oui, c'est Louis Bénèche qui a repris ce à partir de 1986, hein, c'est oui, les années 80. C'est récent. Et là, c'est assez intéressant, du reste, parce que se juxtapose un grand paysagiste anglais, un grand paysagiste français contemporain. Vous avez là une espèce d'osmose qui est assez rare en réalité. Et on s'aperçoit que ces styles un peu différents vont tous dans le même sens en réalité. Et que même déjà au XIXe siècle, vous aviez un grand sens du design chez les paysagistes anglais. Et alors aujourd'hui, nos paysagistes, quelqu'un comme Louis Bénèche ou quelqu'un comme le regretté Cribier, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, ou comme Gilles Clément, etc., sont à la fois des paysagistes et des designers. Ça, c'est la dimension supplémentaire qu'ont les jardins contemporains aujourd'hui, c'est-à-dire un dessin qui est vraiment une œuvre d'art, on peut le dire, même si elle est naturelle. Alors finalement, rendons, j'allais dire, toute la respectabilité et les honneurs qui sont dus à ces grands botanistes, ces grands jardiniers. Ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire. D'abord, jardinier, c'est un très beau métier. Parce on évoque toujours les constructeurs de châteaux. On oublie parfois, un peu trop souvent, ceux qui ont aménagé autour de ces châteaux des jardins magnifiques. C'est très vrai. Je crois que justement, c'est une des différences. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui aiment, que ce soit les châteaux ou leurs parcs, ou les jardins d'amateurs, etc., sont très intéressés par ceux qui les réalisent. Il y a vraiment une reconnaissance tardive, mais il y a une reconnaissance de ces artistes que sont les jardiniers contemporains. Oui, ça certainement. Et par voie de conséquence, on en vient à nommer et à penser à ceux qui les ont précédés. Mais les jardiniers contemporains ont aujourd'hui une place, je trouve, méritée, mais assez enviable dans notre société. Ce sont des gens très connus. Mais écoutez, c'est en tout cas un des intérêts de ce livre, ça n'est pas le seul. On y découvre des jardins vraiment extraordinaires, comme aurait pu chanter Charles Trenet. Et en l'occurrence, donc, on invite nos téléspectateurs et internautes à les découvrir à travers votre livre. Et j'allais dire, à prolonger ces découvertes sur le terrain, parce que c'est vrai que ce soit au moment des Journées du patrimoine, il y a souvent la possibilité, même si certains de ces jardins sont privés, de les découvrir. Et c'est un enchantement. Absolument, on peut maintenant les voir tous, alors parfois 6 mois dans l'année, parfois en effet que quelques jours, mais on peut les voir tous, et ils sont non seulement source de détente, mais à mon sens d'inspiration.
C'est-à-dire quelqu'un qui aime un peu le jardin, c'est pas nécessaire d'avoir 10 hectares. On peut avoir un petit jardin, mais en se promenant dans ces réalisations-là, on prend des idées. Parfait. Bien écoutez, Jean-Marie Bouel, merci encore d'être venu nous parler de cet ouvrage dont je rappelle le titre, Normandie, jardin d'émotions au pluriel. Et c'est vrai que dans un jardin, les émotions sont multiples. Vous l'avez réalisé ce livre avec votre complice et ami Laurence Toussaint pour des photos absolument extraordinaires. Et ce sont les éditions des Falaises qui le publient. Merci beaucoup. Merci à vous.